Prenons une planète au hasard, la Terre. Regardons ce qu'il y a dessus. Des hommes, beaucoup d'hommes, mais répartis de manière tout à fait inégale. En Asie, 2 milliards 600 millions d'habitants. En Amérique, 620 millions. En Afrique, 486 millions. Autant en Europe, 486 millions. Ce qui a pour conséquence des densités très différentes. Il y a par exemple 2 habitants au kilomètre carré au Canada, alors qu'il y en a 320 au Japon. Et cette inégalité, on la retrouve aussi dans les ressources par habitant. Par exemple, si l'on divise la production d'un pays en francs, eh bien, suivant son importance, la moyenne de la part de gâteau par habitant sera... À l'échelle, ça donne ça. Et la France là-dedans? La France, c'est 54 millions d'habitants pour un total mondial de 4 milliards et demi d'individus. Et au point de vue des ressources par habitant, on fait partie des super privilégiés. Vous voyez qu'en ce qui concerne la population et sa répartition, nous sommes là aussi en pleine situation de déséquilibre. Alors, fatalité? Je vous propose de voir les choses d'un peu plus près. Et vous verrez que dans ce domaine, il n'y a pas de hasard. Tout a une explication. La répartition de la population se fait selon certains critères. Tout d'abord le sexe. En 1980, l'espérance de vie des femmes est de 78 ans. Et celle des hommes, 70 ans. Après la répartition par sexe, voyons maintenant la répartition par tranche d'âge. En 1981, il y avait 23% de moins de 15 ans en France. « 20% de moins de 15 ans en Allemagne de l'Ouest et 45% en Afrique. Toujours en 1981, et pour la population de 16 à 65 ans, il y avait 63% de 16 à 65 ans en France, 65% en RFA et 52% en Afrique. Et enfin, pour la population de plus de 65 ans, 14% en France, 15% en RFA et 3% seulement en Afrique. Et dans 25 ans et plus, y aura-t-il des conséquences à ce déséquilibre? Un responsable de l'Institut national d'études démographiques nous répond. Bien sûr qu'il y aura des conséquences. Ce sont les chiffres essentiels de la situation démographique actuelle, mais ces conséquences ne sont pas du tout catastrophiques, au contraire. D'abord, il faut bien comprendre une chose, la démographie est une science de l'équilibre. Et elle explique comment une population retrouve son équilibre quand son système, son régime de mortalité change et, pour ce qui nous concerne, s'améliore. Cette discipline résonne sur le long terme, comme on dit, c'est-à-dire que l'unité de temps, c'est les générations, la vie humaine, et elle résonne en effet, qu'est-ce qui va se passer dans 25, 50, 75 ans, et qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans. Je dis quelquefois que pour les démographes, la guerre de 1914 n'est pas terminée, puisque nous avons encore certaines conséquences du fait qu'il y a eu peu de naissances dans les années 1915 à 1919 en France, du fait de la guerre. Alors, d'abord, il faut comprendre qu'il n'y aura pas de vieillissement indéfini. Dans les pays développés,
la mortalité s'est beaucoup abaissée grâce au progrès de la médecine et de l'organisation sociale. Et nous, lentement, nous engrangeons, si je puis dire, les résultats de cette amélioration. Et la proportion de personnes qui atteignent des âges élevés s'accroît, et c'est tout à fait heureux. Alors simplement, cela conduit à une population vieillie, comme on dit, c'est-à-dire dans laquelle la proportion de personnes âgées augmente, et on a encore devant nous probablement un peu de vieillissement, parce que toute cette maturation plutôt de la population n'est pas achevée, et on peut penser que d'ici les 25 à 50 ans, les populations occidentales auront encore un peu plus de personnes âgées qu'actuellement en proportion. Mais évidemment, ça s'arrêtera là. Il ne faut pas croire que le vieillissement va être indéfini et que tout le monde, qu'il y aura des populations avec 100% de vieillissement. Je dis quelquefois, les enfants qui ne naissent pas ne deviennent jamais des vieillards. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont commencé cette évolution, que les démographes appellent la transition démographique, le passage de forte mortalité à faible mortalité. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé cette évolution beaucoup plus tard que nous, et même tout récemment. Et donc la période qui va s'écouler pendant que eux vont à marche forcée, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement que nous, les pays développés, ne l'avons fait, nous rattraper dans le vieillissement, eh bien cette période pose des problèmes d'équilibre international, parce qu'en effet, il y a des peuples jeunes en ce moment, qui sont les peuples du tiers-monde, pour parler vite, et des peuples vieux, qui sont les peuples développés, et nous savons bien qu'il y a des problèmes dans les relations entre les peuples jeunes et les peuples vieux ayant tendance à importer les jeunes qui leur manquent sous forme de travailleurs immigrés, comme on dit. Enfin, dernière répartition entre actifs et inactifs. Sont appelés actifs tous ceux qui, pour un travail donné, perçoivent un salaire. Ainsi, un pépiniériste est classé actif, mais un retraité faisant son jardin est un inactif. En 1983, sur une population totale de 54 441 000 personnes en France, on en comptait 20 680 000 actives. Regardons maintenant ces différents éléments. Masse, densité, sur une longue période. La masse, tout d'abord. En 1650, il y avait 500 millions d'habitants au monde. En 1950, 4 milliards. De 1975 à 2025, elle passera de 4 à 8 milliards, soit une augmentation de 4 milliards en 50 ans seulement. Voyons maintenant la répartition dans le temps. En 1931, 30% de la population avait moins de 20 ans. En 1966, 34,2% et en 1982, 29,9%. En 1931, 60,4% de la population avait de 20 à 65 ans. En 1966, 53,6%. En 1982, 56,6%. Enfin, pour la population de plus de 65 ans, elle était de 9,6% en 1931, 12,2% en 1966 et 13,5% en 1982. D'où l'instabilité des jeunes et l'augmentation des plus de 65 ans. Toujours dans notre étude des phénomènes sur une longue durée, voyons ce qu'il advient de l'espérance de vie à la naissance. En France au XVIIIe, un bébé à la naissance pouvait espérer vivre 30 ans. En 1982, il peut espérer vivre 75 ans. Dans certains pays pauvres, 40 ans seulement. Dernière étude dans le temps, le renouvellement de la population. Pour assurer le renouvellement d'une population, c'est-à-dire pour qu'un homme et une femme soient remplacés, il faut que chaque femme donne naissance en moyenne à 2 enfants. Mais, comme chaque enfant risque de mourir avant l'âge adulte, il faut que l'ensemble des femmes en âge de procréer donnent naissance à environ 2,1 enfants.
En France, en 1983, le taux est de 1,9, mais en RFA 1,4, alors que dans certains pays comme la Turquie, il est de 4,3 enfants. La moyenne mondiale est de 3,9. Nous voyons donc que nous sommes très en dessous de cette moyenne. Voyons maintenant comment la France et les pays industrialisés en sont arrivés là. Aux Pays-Bas, entre 1970 et 1983, le taux est passé de 2,58 enfants à 1,60. Au Japon, de 2,08 à 1,8, mais en France, de 2,47 à 1,9. Tous ces pays, à l'exception de la Pologne et de la Roumanie, n'assurent plus leur présence dans le monde à long terme. Le fait de manger à sa faim ne donnerait-il plus envie d'avoir d'enfants? Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, la démographie est une science de l'équilibre. Dire qu'on est à 1,8, 1,9 en dessous de 2, c'est qu'on est en ce moment un peu en dessous de l'équilibre. L'équilibre de quoi? Que les générations de parents soient égales aux générations d'enfants. Ce qui se passe actuellement, c'est que les générations très nombreuses qui sont nées après la guerre, dans les années 50, et qui étaient en France de l'ordre de 850 000 enfants par an, eh bien ces générations-là, elles n'ont que 750 000 enfants par an. Elles sont un peu moins, les enfants sont un peu moins nombreux que les parents. Ce qui se passe dans les pays en développement, c'est que eux, ils sont encore à des niveaux où nous, les pays développés, nous étions, disons, sous Louis XV, de l'ordre de 5 enfants par femme, parce que autant il est relativement facile de faire baisser la mortalité avec des progrès d'hygiène, notamment, de vaccination, autant les questions de fécondité qui passent par des aspects culturels, religieux, sociaux, sont beaucoup plus lents à se manifester, et la baisse de la fécondité est un processus lent. Mais elle est en cours. Et il y a un grand nombre de pays dans le tiers-monde qui ont déjà réduit sensiblement de 7 à 6 à 5 enfants par femme. Mais ce processus est plus ou moins lent dans les différents pays. Par exemple, il est apparemment plus lent qu'ailleurs dans les pays arabes et islamiques où le statut de la femme fait qu'on a beaucoup d'enfants pour des raisons, disons, culturelles ou religieuses. Alors, ce qui va se passer, c'est que vraisemblablement, si ces pays arrivent à se développer et notamment arrivent à éduquer leurs enfants, parce que le grand problème des pays où il y a beaucoup d'enfants, c'est le rapport entre le nombre de professeurs, enfin de générations où on recrute les professeurs, et la génération des élèves. Et ça, c'est ça le principal obstacle au développement, c'est qu'il y a trop d'enfants et pas assez de maîtres. Alors si ces pays arrivent quand même à vaincre cette difficulté et à éduquer leurs enfants, eh bien la fécondité baissera, mais entre-temps, leur population aura beaucoup augmenté et nous devons envisager des situations où, par exemple, pour ce qui nous concerne, nous, la France, déjà les 3 pays du Maghreb ensemble sont aussi peuplés que la France aujourd'hui, et d'ici une trentaine d'années, l'Algérie toute seule sera à 50 ou 60 millions d'habitants comme la France, et nous devons donc réfléchir à ce que seront les relations internationales de la France avec une Algérie de 50 millions d'habitants, un Maroc de 50 millions d'habitants. Mais le problème est quel sera à ce moment-là le développement d'Algérie et du Maroc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la forte fécondité pose surtout un problème au pays où elle a lieu, c'est-à-dire que la forte fécondité de beaucoup de pays du tiers-monde est une difficulté pour eux. Elle ne l'est que indirectement pour nous. Maintenant que nous savons ce qu'est une population, de quoi elle est composée et comment elle évolue, regardons l'image qui la représente et que l'on appelle la pyramide des âges.